Merci. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Othman Boujena. Je suis professeur associé au sein du département marketing de Neoma Business School, ex-Rouen Business School. Donc, on a fusionné avec Reims Management School donc, depuis 1 an et demi maintenant. Donc, c'est le nouveau nom de l'école. Donc j'ai intervenu à l'école dans le cadre du marketing et en termes de recherche, mes travaux portent essentiellement sur des problématiques liées au CRM, liées au social media CRM spécialement, l'utilisation de la connaissance client et de plus en plus sur le concept de Customer Centricity sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc j'aurai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui sur la problématique de la transformation digitale des organisations. Quel challenge, quel enjeu. C'est un ancien nouveau thème. C'est rentré dans les mœurs, bien évidemment, de pas mal d'entreprises. Tout le monde n'est pas au même degré d'implémentation et d'exploitation des initiatives digitales ou social media. Un certain nombre de questions se sont posées au départ et se posent aujourd'hui puisque les pratiques arrivent à maturité chez certaines entreprises et puis on se rend compte que il y a des choses qu'on a approchées peut-être de manière assez limitée ou myope parfois, et donc il faut revoir un certain nombre de choses, y compris les indicateurs d'évaluation de l'efficacité de certaines initiatives, l'adéquation avec la dynamique du marché, des choses comme ça. Donc on va essayer d'explorer certains points en lien avec cette approche. Je commencerai rapidement par le contexte, mais je pense qu'il y a des choses qui ont été évoquées aussi dans le cadre des présentations précédentes. Bien évidemment, on est dans un contexte, comme vous le savez, davantage qu'on soit dans des business models de nature B2C ou B2B ou même d'autres schémas où la diffusion ou l'absorption digitale, on dira, est de plus en plus importante, ce qui fait bouger un certain nombre de pratiques et d'approches et aussi de processus décisionnels des managers par rapport à cette dynamique-là. Qui demande un peu plus d'immédiateté, de réactivité, vu justement les perspectives et les opportunités qu'elle propose côté client. Donc ça nécessite un certain nombre de réflexes intéressants comme l'agilité qui revient en force ces derniers temps. Les enjeux aussi, bien sûr, ils sont clairs. Il y a un certain nombre d'intérêts que propose ce genre de schéma d'interaction, mais aussi d'un point de vue commercial, parce qu'il y a le volet e-commerce à ne pas oublier, et puis aussi de nouer des relations sous d'autres cadres et horizons avec les consommateurs et les clients à travers le social media et le digital. Mais encore faut-il savoir donc comment gérer cette relation, comment l'animer, et surtout aussi comment assurer l'orchestration avec les autres canaux sur lesquels vous existez, parce que malheureusement on retrouve parfois un certain nombre de pratiques qui relèvent davantage du fameux nice to have. Il faut y être parce que si on l'a pas, on paraît un peu ringard. Comment, pourquoi, en n'oubliant pas que pour le client, que ce soit le centre d'appel, le site web, la page Facebook ou une autre plateforme social media, tout ça pour lui c'est la marque. Le vendeur en magasin aussi, donc tout ça pour lui c'est un reflet de la marque, et donc parfois on ne réussit pas toujours cette orchestration, cette harmonie en fait entre ces différents, ce qu'on appelle les touch points en fait, ou les points de contact avec les marques. Alors quels sont les facteurs clés de succès? La rentabilisation de ces initiatives qui se multiplient, qu'il s'agisse de PME ou de grandes entreprises. Comment mesurer le fameux ROI? C'est des questions qui se posent toujours, que ce soit en lien avec le CRM ou avec le e-marketing ou le social media aussi. Et puis l'appréhension d'un certain nombre qu'on peut appeler de facteurs de contingence, puisque il n'y a pas que le client, il y a le marché bien évidemment sur lequel vous opérez, mais il y a aussi l'organisation interne où pas mal de choses vont bouger par rapport à cet engagement vers l'aspect digital. Si l'on se réfère à un des rapports récents d'IBM sur justement la dynamique du marketing digital, on souligne un certain nombre de challenges bien évidemment, mais encore une fois tout dépend, je reviendrai sur les étapes d'engagement digital selon les entreprises. On parle très souvent aujourd'hui du big data, comme je vous disais tout à l'heure, l'arrivée à maturité de certaines boîtes fait que certaines encore sont dans des tentatives de pouvoir générer de l'insight de la part des consommateurs, de mieux connaître leurs clients grâce à ces nouveaux canaux, alors que d'autres entreprises qui sont arrivées plutôt à phase de maturité se retrouvent parfois
parfois devant un scénario où elles sont noyées de données, elles ne savent pas trop quoi en faire, ou parfois malheureusement elles ne disposent pas des compétences nécessaires en interne pour traiter ou exploiter ces données, ce qui renvoie indirectement à l'intérêt de l'aspect RH et compétences. J'y reviendrai plus tard. Le social media, bien sûr, qui prend une dynamique très importante. On parle aussi du social media CRM aujourd'hui. Les derniers rapports, si l'on se réfère à celui de Gartner, signalent un investissement croissant et permanent d'ici 2017 sur tout ce qui est lié très en fait au social media. La prolifération des canaux qui fait bouger la réflexion, comme je vous disais tout à l'heure, entre l'approche multicanal classique et puis le souhait de basculer progressivement en fait vers l'omnicanal, c'est-à-dire favoriser davantage, détruire un peu les frontières entre les canaux et permettre aux clients et aux consommateurs de faire plusieurs choses par plusieurs canaux plutôt que d'être limités dans des tâches ou des missions affectées par canal de contact avec eux. Et puis la mutation des profils de consommateurs, certains éléments ont été cités justement dans la présentation qui a précédé et on a tous acheté ou on a tous été sur des plateformes en ligne, etc. Et il y a des modèles comportementaux qu'on ne peut pas transposer directement entre l'économie physique et numérique. Alors, je vais focaliser, mais rapidement, justement, sur l'aspect brand communication, donc la communication de la marque et le comportement, justement, du consommateur. Se pose la question de comment monitorer cette communication de la marque. Alors, 3 questions principales se posent généralement, c'est les entreprises par rapport à ce genre d'initiative. Dois-je y aller? Si j'y vais, comment? Qu'est-ce que j'y mets? Et comment je mesure l'efficacité de ce que je fais? Donc, à partir de là, il faut vraiment se poser les questions par rapport à la manière avec laquelle vous envisagez l'existence, y compris d'un point de vue stratégique, de cette existence social media ou digitale. On a eu le cas, enfin certains exemples ont été cités tout à l'heure, on a eu le cas de certaines marques aussi d'alimentation, par exemple de baby food, qui avaient construit tout leur brand content, tout leur contenu de marque en fait sur les plateformes digitales, etc., en s'adressant qu'aux mamans, alors qu'aujourd'hui, sociologiquement, bon voilà, les papas sont quand même impliqués dans pas mal de choses, et donc ils ont eu des commentaires justement de la part de leur cible en disant on existe, arrêtez de tourner tous vos messages au féminin, nous participons aussi à l'achat de certains produits pour nos enfants, pour les bébés, etc. Et donc, voilà, un certain nombre de marques, y compris des multinationales, sont en train de revoir cet aspect-là qui a été omis par rapport à des schémas précédents sociologiquement. Alors, mutation au niveau des schémas décisionnels des consommateurs. Donc, vous ne fonctionnez pas bien évidemment de la même manière en ligne versus offline. Il y a cette approche plus efficace de pragmatisme, de gain de temps et qu'on doit vraiment prendre en considération. C'est un certain nombre de marques, si on regarde l'initiative de Pizza Hut par exemple, après une étape d'étude où ils ont finalement basculé vers quelque chose qui permet aussi de commander au préalable, ce qui s'est fait aussi sur le marché des cinémas, vous pouvez acheter vos places à l'avance, etc. Donc des choses ont pu surgir suite à des études qualitatives qui ont été faites auprès des consommateurs par rapport à ce genre de marché. L'importance du partage de l'information et du contenu généré par les utilisateurs. Alors là aussi, par rapport à des points qui ont été soulevés, y compris tout à l'heure, je pense qu'il faut distinguer clairement l'intérêt de l'exposition, que ce soit sur un partage de vidéos ou d'images ou autres, y compris pour le community manager, l'exposition de consommateurs ou de fans à des messages, le fait qu'on passe au partage, et puis après, le lien avec la marque, c'est là où on se pose aujourd'hui des questions. Pas mal d'études aujourd'hui émergent, c'est pour ça que je vous disais en introduction qu'on est amené à revoir un certain nombre d'enthousiasmes qu'on a eu sur certains indicateurs au départ. Le nombre de likes, par rapport à beaucoup de situations aujourd'hui, pose des questions. C'est pas parce qu'on a remarqué que pas mal de consommateurs, ce n'est pas parce qu'ils likent que demain ils iront acheter la marque, qu'ils vont la recommander à d'autres personnes. Il y a de plus en plus aujourd'hui de consommateurs qui rentrent dans des logiques de ludisme par rapport à la réaction à ce genre de choses. Ils émettent leur avis, ils le partagent avec d'autres personnes, mais l'incrémental, le so what après pour la fin du process, n'est pas toujours garanti. Donc il y a des choses à revoir sur certains critères sur lesquels on se basait au départ pour assurer l'efficacité à 100% de certaines initiatives. L'empowerment croissant, donc ce pouvoir, cette autonomie, donc
progressive que prennent les consommateurs. Et ils souhaitent justement avoir des marques devant eux, puisque le schéma communicationnel n'est plus unilatéral, c'est dans les deux sens. Et puis même, les consommateurs aujourd'hui participent au contenu, à la prise de décision. Vous avez l'exemple de la marque Starbucks, par exemple, avec leur initiative, leur plateforme My Idea, en fait, dans laquelle ils proposent de la co-innovation sur le service, puisqu'on est sur du service, même s'il y a du produit à l'intérieur, bien sûr, mais c'est une plateforme dans laquelle les consommateurs peuvent faire des propositions sur différents aspects du service, que ce soit le problème des files d'attente, que ce soit sur la nature des produits proposés, le confort, la musique, le son, les odeurs, et puis, de temps à autre, Starbucks sélectionne un certain nombre d'idées, en fait, pour les mettre en place et revient sur la plateforme pour en informer les consommateurs. Donc c'est une dynamique intéressante d'interaction avec les consommateurs et d'implication concrète dans ce genre de dispositif, par exemple. Et puis se pose la question aussi, le digital en tant que source intéressante. Vous avez un récent intervenant qui est Netflix, qui nous vient des États-Unis, donc qui est arrivé sur le marché. Netflix est un très bon exemple d'un point de vue modèle digital, en fait, de capture de l'insight client, puisque c'est souvent le cas dans les modèles pure player, en fait, parce que les dispositifs digitaux leur permettent une traçabilité très pertinente, en fait, de l'information sur les clients. Et donc, ils arrivent en archivant des données sur les préférences des gens par rapport à la nature des films, puisque c'est un acteur de la vidéo à la demande, la nature des films qu'ils ont l'habitude de regarder, après, pour avoir des campagnes plus ciblées, personnalisées par rapport à ça. Et donc, ils réussissent très bien le cercle vertueux de la digitalisation et l'amélioration de la qualité de la connaissance de leurs clients. Je pense que... Bon. Est-ce que... Ah. Pardon. Il y a un élément. C'est bon, je pense. Vous pouvez afficher le tout. Pas du 142. Bon, parfait. Donc, il n'y a pas certaines c'est pas grave. Bien, donc je vais passer sur les challenges, quelques challenges et opportunités justement en lien avec cette dynamique digitale. Vous avez d'un côté réduire l'écart en termes de compétences analytiques en marketing. L'évolution vers le digital pose un certain nombre de questions sur l'importance de l'analytique qui n'a pas été toujours un réflexe, y compris dans certaines formations en marketing. Aujourd'hui, ça permet d'orienter le marketing davantage vers ce qu'on appelle un marketing orienté résultat pour essayer de voir en termes de traçabilité, telle action pourrait mener à tel type d'impact, surtout avec la complexité des autres aspects qui existent en parallèle. La reconception des organisations, j'y reviendrai tout à l'heure, la mise en place d'indicateurs de mesure aussi, et l'appréhension de l'efficacité du digital, qui donc j'ai évoqué certains aspects aussi, management de la réputation de la marque et des stratégies d'influence, donc comment on peut appréhender cela? Donc on a quelques indicateurs qui sont proposés dans ce sens, mais l'idée c'est de voir aussi tout au long de l'expérience qu'on peut avoir avec la marque. Alors ça aussi c'est l'un des aspects qui sont intéressants, c'est d'avoir une approche plutôt holistique, c'est-à-dire ne pas considérer uniquement l'interaction que peut avoir le client avec vous dans le cadre d'un seul canal, mais ce qui pourrait vivre par rapport à l'ensemble des canaux sur lesquels vous proposez d'échanger. Et puis la génération et la valorisation de l'insight client, donc par rapport à des aspects liés à la connaissance sur les consommateurs. Alors c'est un extrait en fait d'un rapport qui fait le focus notamment sur le domaine de la distribution et l'évolution digitale. Vous avez un certain nombre d'aspects liés au comportement des shoppers dans un environnement plutôt complexe justement. Qu'est-ce qui est acheté en ligne versus qu'est-ce qui s'achète offline, si on est dans des schémas où, bien évidemment, c'est possible. Tout l'aspect important logistique qui revient en force, qui est souvent oublié quand on évoque ce genre de sujet, surtout on évoque l'aspect stratégique, marketing, et on oublie l'aspect parfois supply chain logistique derrière, qui est un élément facteur clé du succès sur des modèles, si on voit y compris les entreprises qui ont réussi le mieux, notamment Amazon, etc., dans ce genre de marché. Alors,
trois niveaux sur lesquels on peut regrouper, si vous voulez, la nature des challenges en fait. Il y a un volet qui est lié à la stratégie et l'insight client. Un deuxième niveau qui est par rapport à l'accès dynamique du marché. Et puis enfin, les capacités organisationnelles qui sont amenées à être revues, reconçues, repensées par rapport à cette évolution. Alors premièrement, concernant le business model, l'avènement en fait du digital ne relève pas uniquement de quelque chose qui est juste de la présence digitale. C'est le cas. Alors on distingue globalement 3 degrés si vous voulez. Vous avez le premier niveau qui est la présence digitale, y compris pour les PME, c'est-à-dire vous disposez par exemple d'une adresse email par exemple ou d'une page sur Internet. Vous avez le deuxième niveau qui est l'utilisation de l'Internet, et là c'est-à-dire que l'Internet est utilisé pour la communication interne mais aussi externe sur l'offre de votre entreprise, que ce soit des produits ou des services. Et vous avez le troisième niveau qui est le marketing digital, et là vous êtes plus sur des initiatives de SEO, SEM, donc clairement, et de la publicité en ligne qui est utilisée. Donc bien sûr, les challenges et les questions posées ne seront pas les mêmes selon le niveau d'intégration des aspects digitaux dans le cadre de votre entreprise. Alors, on a un bon exemple par rapport à justement l'aspect business model. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle de Zappos en fait aux États-Unis. Donc, c'est un site de vente de chaussures, de vêtements, etc. en ligne, qui est un modèle très réussi. En fait, il se positionne en termes de claim sur le fait de livrer du bonheur, en fait. Et le modèle en fait du PDG de la société, c'est le bonheur des clients dépend aussi du bonheur des employés. Et donc, il a un business model qui tient essentiellement sur 3 aspects importants, que sont l'expérience client, la qualité de service et puis les employés. Donc, à travers un marketing RH qui est censé justement favoriser cette interaction. Donc c'est un modèle digital réussi qui sert de source d'inspiration aujourd'hui par rapport à d'autres dispositifs où justement différents volets du business model ne sont pas totalement équilibrés. Alors les processus à l'intérieur justement de votre business model doivent s'aligner justement à l'avènement de digital, et puis le quid de la question du search and buy online par rapport à d'autres choix qui ont été faits. Si vous prenez récemment l'initiative d'Yves Rocher, où ils ont choisi plutôt ils ont à peu près 15% de leurs ventes qui sont réalisées par le digital, mais ils ont choisi de faire du digital un relais par rapport à l'image de la marque en parallèle avec le offline, puisque leur réseau de magasins leur permet largement de référencer les produits dont ils disposent. Et pour eux, ils ne voulaient pas passer au modèle où les gens vont vont commander en ligne pour récupérer les produits, parce qu'ils trouvaient que c'était pas vraiment un gain de temps par rapport à ce qu'ils proposaient en magasin. Donc, il y a eu une réflexion totalement différente par rapport à ce qu'on peut retrouver chez d'autres marques sur l'orchestration offline-online. Alors sur l'insight, le digital, si vous allez un peu plus loin, on parlait tout à l'heure du contenu sur Facebook ou autre. Aujourd'hui, se sont développées un certain nombre d'initiatives de ce qu'on appelle de text mining pour appréhender. Alors, ce sont des données non structurées, contrairement à ce que vous pouvez avoir par des études Cali ou Quanti. Là, il s'agit de commentaires de la part des consommateurs. Les ignorer, ce serait passer à côté de quelque chose, bien évidemment, mais comment les appréhender de manière à ajuster éventuellement si des choses posent problème sur un attribut du produit ou sur un certain nombre d'aspects. Il y a des connexions aussi intéressantes aujourd'hui à voir du côté du mobile marketing en adéquation avec le digital. Et puis surtout, ce qu'il faut garder en tête, j'y reviendrai plus tard, mais avec l'histoire de l'expérience client, c'est si on s'oriente vers une capture de la connaissance client, il faut raisonner en termes de parcours. C'est-à-dire par quels moyens passe ce client pour aboutir, pour réaliser son achat par exemple, s'il y a un achat au bout du compte, et voir sur ces différentes étapes, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées sur tout le parcours client plutôt que de raisonner par canal. Une récente étude
publié à la Harvard Business Review, en fait, signale que justement l'une des erreurs classiques qui sont commises, c'est que on raisonne par canal. Ils avaient donné l'exemple d'une compagnie, en fait, d'un fournisseur d'électricité en Europe, qui avait schématisé en fait l'expérience client, que ce soit en ligne ou offline, en partant de situations spécifiques. Par exemple, quelqu'un va déménager et donc quel est le process par lequel il va passer. Donc il va appeler le centre d'appel pour signaler qu'il change d'adresse. Du coup, le service facturation va être impliqué pour solder son compte. Du coup, par la suite, viendra l'étape pour signaler la nouvelle adresse, l'ouverture de son nouveau contrat, jusqu'à l'installation de tout le process. Et donc, ils ont raisonné en parcours client, de manière à voir réellement si, au bout du process, il sera vraiment satisfait de ce qu'il aura vécu en échange avec le fournisseur. Là, vous avez un dispositif intéressant qui avait été initié au Japon par McDonald's. C'était un dispositif justement qui alliait l'aspect IcoPoint en fait avec un dispositif mobile qui permettait justement aux clients les plus fidèles de profiter d'un certain nombre d'offres, de faire des commandes justement et puis de passer en magasin pour récupérer leurs commandes et qui a en fait eu beaucoup de succès auprès notamment des clients les plus fidèles à la marque en question. La créativité et l'innovation, donc comme je disais, c'est une source d'insight intéressant. La structure décisionnelle des clients en fait sur le net change beaucoup de choses. L'idée c'est de voir qu'est-ce qui peut se faire justement. Alors il y a pas mal d'initiatives sur, par exemple Danone, comme vous le savez, fait le vote pour la Danette chaque année, donc qui connaît un succès intéressant par rapport aux avis que peuvent émettre les gens sur le choix de l'arôme. Mais vous pouvez, je vous ai parlé de l'exemple de Starbucks tout à l'heure, vous avez un certain nombre d'initiatives différentes qui peuvent porter soit sur le point de départ même de l'offre ou sur des aspects d'amélioration de l'offre proposée par l'entreprise. L'autre challenge aujourd'hui auquel font face certaines entreprises, c'est comment réellement intégrer cet insight dans l'innovation qui sera proposée par la suite, puisque bien évidemment d'un côté, on est face à la problématique de combiner le déclaratif et le comportemental chez les clients, entre ce que les gens peuvent déclarer sur des plateformes sociales médias par enthousiasme et créativité, et après est-ce que finalement ça finira par être acheté ou pas. Donc ce qui a amené certaines entreprises quand même à passer à compléter par d'autres protocoles d'études de manière à s'assurer que la décision sur telle ou telle innovation pourrait avoir un succès sur le marché. Là, en fait, c'est une initiative d'Auchan qui maintenant touche aussi le marché français, donc qui permettait justement dans la logique de click and buy, qui permettait par le dispositif mobile de passer par la suite au magasin pour récupérer la commode. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place en Chine par la marque. Alors sur toujours le premier volet en fait social media et branding, l'importance des interactions et les influences interpersonnelles. Je vous parlais de la structure décisionnelle. Ce que disent les uns va influencer les autres et on le sent parfois sur le contenu de ce qui est posté sur ces plateformes et éventuellement par la suite sur des études qui ont été faites suite à l'exposition des consommateurs à des contenus social media par exemple ou au niveau digital, que des schémas décisionnels ont pu changer par rapport à des préférences de marque, des choix, des choses comme ça. Je vous montrerai un exemple à la fin d'une compagnie aérienne qui a réussi une opération de manière assez intéressante par rapport à ce genre de dispositif. La création du fameux bouche à oreille, en fait, vous avez l'initiative de l'UGC, mais aussi d'autres marques dans ce sens pour justement l'aspect viral et la circulation d'un certain nombre d'informations. Alors, comme on a dû le signaler avant, aller vers ce genre d'initiative, ça veut dire que vous acceptez de vous exposer et donc il faut vous doter des moyens nécessaires pour monitorer votre réputation en ligne en tant que marque. Effectivement, la question du 24 sur 24 qui s'est posée tout à l'heure est un des éléments importants qui change tout à fait la nature des interactions que vous pouvez avoir dans le cadre des magasins, par exemple.
Les initiatives qui sont prises par les consommateurs aussi. Alors, il ne faut pas appréhender le digital et le social media uniquement sous le prisme de ce que vous pouvez proposer. Aujourd'hui, bien évidemment, par rapport à l'empowerment des clients, ben, ils peuvent être amenés eux-mêmes à prendre des initiatives. Et puis, bien évidemment, quelle perspective relationnelle. Alors ça a été aussi cité sur l'une des présentations précédentes. On oublie souvent, dans le cadre de ce dispositif, étant donné leur aspect innovant, étant donné l'enthousiasme, étant donné l'aspect, comme je vous disais, soit le nice to have ou l'aspect me too, en fait, de mimétisme qu'il peut y avoir entre plusieurs marques, on oublie parfois la nature des relations qu'on peut nouer avec les consommateurs. Exemple simple sur des choix, par exemple, de dynamiser des sites par rapport uniquement à des logiques de couponing, en fait, de proposer des coupons de réduction, etc. Là, clairement, si vous posez la question, peut-être que ça peut avoir en incrémental un impact sur les ventes, mais est-ce que vous êtes réellement en train de construire quelque chose de relationnel avec vos clients? Plus vous jouez la carte des réductions des prix uniquement, hein, sans travailler quelque chose en parallèle, vous orientez davantage la construction de votre relation avec le consommateur vers quelque chose de transactionnel et non pas de relationnel. Donc, c'est quelque chose, c'est-à-dire il faut élever en fait la réflexion entre uniquement le fait d'avoir du trafic sur le site, d'avoir des gens qui viennent parce qu'ils vont télécharger un coupon, l'imprimer, passer en magasin, effectivement ça permet de la traçabilité, c'est intéressant, mais après, d'un point de vue relationnel, est-ce que vous créez quelque chose? Est-ce que plutôt vous ne poussez pas le client à avoir un raisonnement uniquement basé justement sur la transaction et le good deal et ne rien créer avec la marque, ce qui est risqué. Pourquoi? Parce que si vous ne maintenez pas la préférence de la marque, bah vous risquez de perdre quelques clients, parce que demain, s'il y a des coupons plus intéressants ailleurs ou sur les mêmes plateformes, parce que vous avez des plateformes qui agrègent un ensemble de propositions de différentes marques, bah, il peut basculer, il peut switcher vers d'autres marques, ce qui est risqué pour vous. Donc voilà, la dynamique est intéressante, l'interactivité aussi, mais gardez en tête, est-ce qu'on est dans une logique de pur e-commerce ou est-ce que vous avez une appréhension plutôt relationnelle aussi de ce genre d'initiative? Là, par exemple, par rapport à... on a parlé tout à l'heure de l'égocentrisme de la marque, justement. Ben, il y a des marques qui ont essayé de partager autre chose. Aujourd'hui, il y a eu l'ouvrage de Roberts sur les love brands. Aujourd'hui, il y a pas mal cette tendance de la part des consommateurs de vouloir nouer des relations avec les marques sur autre chose, en plus, bien sûr, que la simple offre de produits et services. Et donc, cet aspect émotionnel, qualitatif, psychologique qui assure une fidélité plus à long terme que la simple approche liée sur le produit ou liée au produit ou au prix. La chaîne de distribution Seven, en fait, aux États-Unis, a choisi pendant la campagne présidentielle de partager donc sur sa plateforme des avis en fait sur la dynamique politique en fait pendant les élections. Ça n'a rien à voir avec leur domaine bien sûr de business, mais c'était une initiative de leur part de créer un autre espace d'échange qui permet de tisser, comme ça a été dit tout à l'heure justement, d'autres types de relations qui vont au-delà du produit ou du service qui vous lie au consommateur et qui peut inscrire la relation dans la durée, parce que j'ai parlé du business model tout à l'heure. Ne pas oublier justement que, à part le business model, vous avez le cycle d'achat. Et quand vous vendez des ordinateurs, c'est pas la même chose que quand vous vendez des yaourts, bien évidemment. Donc le cycle d'achat, la fréquence, la probabilité de fréquence d'interaction avec la marque n'ont pas la même ampleur. Et donc entre un moment d'achat et l'autre, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait un vide, parce que sinon, si vous disparaissez d'un point de vue communication, vous disparaissez aussi des esprits, et donc vous disparaissez au moment de l'achat pour être considéré justement par rapport à cette action. Le potentiel aussi du digital pose les questions par rapport au ciblage. Certaines initiatives ont tendance à considérer le même profil, à transposer uniquement le profil qui vient en magasin, si on est dans des schémas qui ne sont pas de nature pure player. S'agit-il des mêmes clients ou pas? Généralement, vous n'avez pas le même type de profil. On a l'exemple d'un certain nombre de marques de VPC en France et les problématiques qui se sont posées par rapport à la viabilité du business model tel qu'il a été pensé, et malheureusement qui a conduit à certains résultats qui sont négatifs. Et puis après, une fois que vous avez une visibilité, qu'est-ce qui ferait que je viendrais en ligne versus offline? Donc, sinon, vous risquez justement de développer un canal aux dépens de l'autre, ce qui peut être dommageable pour l'entreprise, bien sûr.
Ici, vous avez quelques initiatives de différents acteurs de la distribution, en fait, qui, y compris en fait Géant Casino, sur des initiatives digitales et dans quelle mesure l'articulation, l'orchestration se faisait entre ce qui était proposé. Alors, vous avez ceux qui vont choisir de référencer les mêmes produits, d'autres qui vont garder de l'exclusivité pour le canal digital, d'autres qui vont travailler le côté good deal. Donc, tout dépend les leviers que vous pouvez utiliser, mais en tout cas, une réflexion sérieuse est nécessaire par rapport à ces arbitrages entre les stores en fait, ou les magasins physiques et ce qui peut se faire en ligne. Un autre élément important qui change un peu les choses par rapport à ce qu'on connaît dans l'économie réelle, c'est bien évidemment l'aspect transparence par rapport notamment au prix, les comparateurs de prix. Et donc vous avez face à un consommateur qui est davantage informé, à une transparence claire par rapport aux aspects comparatifs, et donc des réflexions sur la création de valeur qui sont davantage, bien sûr, clair par rapport à ce que ça pourrait lui apporter. On l'a vu aussi par rapport à d'autres marchés, au-delà du marché alimentaire, bien évidemment, ce qui doit être pris en considération et qui demande justement une réflexion sur votre pricing de manière générale, y compris sur le offline, bien sûr. Toujours sur la dynamique du marché, donc la conversion du offline vers le online, oui, dans quelle mesure? Comme ça a été signalé dans l'une des présentations précédentes, le challenge des qualifications des leads, avoir des profils c'est intéressant, mais après le potentiel, l'intérêt du lead, c'est une vraie question qui se pose. Les perspectives de personnalisation, c'est l'un des intérêts peut-être pour l'aspect digital, mais oui, et à quel prix et quelle propension du consommateur à payer le prix pour un produit customisé justement dans le cadre de l'échange avec ce canal. Vous avez ici un extrait intéressant d'un rapport de McKinsey en fait sur les arbitrages offline-online. Vous voyez ici que contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois, là vous avez la comparaison entre du non alimentaire versus alimentaire. La surface orange, en fait, le prisme orange relève du en ligne et du online en fait, et le blanc du offline. Vous voyez ici que, par exemple pour l'alimentaire, l'un des principaux avantages sont essentiellement sur l'aspect commodité en fait, d'accès à l'offre. Bien évidemment sur l'aspect en ligne, 24 heures, pas d'horaire comme en magasin, etc. J'ai plus de commodité et l'écart, alors que pour le non alimentaire, vous avez une proportion différente en comparant les deux canaux sur les 5 critères choisis ici, le service, l'expérience, la commodité, le prix et le choix proposé. Donc ça renvoie, comme je disais tout à l'heure, à des réflexions sur les assortiments, quand j'ai parlé de l'exemple d'Yves Rocher, etc., qui font que les arbitrages, on revient au comportement des gens en ligne. Voilà, il y a des choses qu'il faut revoir avec un peu plus de pertinence. Une autre initiative intéressante, je ne sais pas si vous l'aviez suivi, donc de Evian chez vous. Donc on se lance dans le service associé aux produits. Donc l'idée c'est que vous pouvez vous faire livrer vos bouteilles d'eau en fait à domicile. Et ça a été une initiative intéressante de la part de la marque qui a permis un autre type d'interaction, qui a permis un meilleur profiling aussi par rapport aux gens intéressés par ça. Et puis c'est une réelle réflexion, souvent parce que c'est quelque chose qui est lié à la fréquence d'achat de ce genre de produits aussi, et puis parfois à la difficulté au niveau poids. Donc on peut se faire livrer ses bouteilles d'eau avec Evian autour de l'aspect expérience, y compris bien sûr dans d'autres lieux de vie. Parce que ça a été une vraie réflexion marketing par rapport à ça. Alors les indicateurs de mesure, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui renvoie à quoi? Alors je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'il y a eu d'autres présentations qui ont focalisé sur des aspects très très pratiques sur ça justement, mais en tout cas il y a des choses sur lesquelles il faut peut-être revenir, comme je disais tout à l'heure, l'histoire des likes, l'impact. Alors vous avez aujourd'hui certains consommateurs qui choisissent parfois volontairement de ne pas cliquer sur le premier lien qui sort parce qu'ils se disent ils ont juste payé pour être les premiers. Pourquoi ne pas cliquer sur la deuxième, peut-être? Donc vous avez des tendances comme ça qui émergent. C'est normal, on arrive à maturité. Enfin, il y a des choses entre le moment où un phénomène apparaît et puis après ça rentre dans les mœurs et les consommateurs raisonnent. Vous avez aussi certains raisonnements comme ça,
qui sont à penser de manière assez pertinente. Le parcours aussi doit être pensé. Bon, après, encore faut-il vous doter des moyens de suivre, de traquer, en fait, d'assurer la traçabilité de tout le parcours. C'est des choses qui sont possibles aujourd'hui avec un certain nombre de providers, mais en tout cas, il faut vous assurer que vous avez les moyens de le faire de manière à vous assurer que telle action a pu mener à telle chose. Se pose toujours la question, quand on veut raisonner sur l'incrémental, sur l'impact de certaines décisions, que ce soit en communication, en digital ou autre, qu'est-ce qui a permis réellement d'obtenir cette augmentation des ventes ou cette amélioration au niveau de la notoriété de la marque ou des choses comme ça. Alors, autre élément clé ici, c'est les compétences. On n'en parle pas souvent, mais la transformation digitale, au-delà des aspects marketing comme dont j'ai parlé, de l'intérêt de la connaissance client aussi, les compétences humaines en interne. Ça fait bouger votre business model et aujourd'hui, c'est aussi une réflexion sur cela. Alors, il y a eu quelques articles dans la presse managériale récemment qui parlent de la RH 2.0. Bon, d'abord, il faut une place valorisée justement des ressources humaines ou du service du personnel, tout dépend des structures en fait par rapport à cela. Et puis revoir les modes de sélection des candidats pour surtout des entreprises qui sont clairement engagées dans l'économie numérique ou qui ont en tout cas une dynamique digitale très présente dans leurs services. Et puis bien évidemment, l'idée aussi sur les programmes de formation qui doivent intégrer davantage, ça a commencé bien évidemment, mais ces aspects liés à ça. Les compétences analytiques sont de plus en plus demandées et ce n'est pas toujours le cas. C'est le cas à Neoma bien sûr, mais ce n'est pas toujours le cas dans l'ensemble des institutions en fait, d'intégrer des aspects analytiques puisque voilà, l'évolution vers le digital implique des tableaux de bord, implique un certain nombre d'approches de la performance marketing qui sont assez spécifiques par rapport à des schémas qu'on a connus au préalable. L'alignement de l'organisation sur l'aspect digital, il y a pas mal d'exemples dans ce sens. Burberry, par exemple, ça a été toute une réflexion, y compris sur les postes en entreprise. Aujourd'hui, on parle, un dernier article de la Harvard Business Review parle d'un nouveau poste qui va émerger, qui est en fait le Chief Marketing Technologist, en fait, qui va être quelqu'un qui n'est ni rattaché à un service directement lié au digital, ni au marketing. Il est au-dessus des deux en fait pour gérer les aspects stratégiques d'orchestration entre la réflexion et technologique, marketing et aussi stratégique. Donc c'est peut-être des postes qui vont émerger dans les années à venir par rapport au fait que ça pourrait bouger en interne en entreprise. La disparition progressive, c'est pas toujours le cas, mais quand vous êtes sur des modèles comme Amazon, j'ai parlé de Zappos ou autres, ça vous apprend que si vous voulez être efficace, si vous voulez être en phase avec le marché, il faut nécessairement passer par une réduction, voire une destruction des silos fonctionnels. Si la logistique ne parle pas au marketing, qui ne parle pas au commercial, qui ne parle pas à la facturation, etc., vous ne risquez pas d'atteindre d'efficacité par rapport à ce genre de process. Et puis se pose la question sur la compétence des marketeurs. On a pas mal d'idées reçues. Le marketing, c'est uniquement de la créativité. On voit quand même à travers les différents challenges et les questions qui peuvent se poser, c'est bien évidemment loin de cet aspect très réducteur et parfois cliché sur la fonction marketing. Voilà, j'avais malheureusement d'autres aspects, mais qui n'ont pas été sauvegardés sur la clé USB. Donc, peut-être j'aurai l'occasion de rebondir sur des choses par rapport aux questions. Merci pour votre attention.